Bonjour et bienvenue sur Averton TV. Nous sommes aujourd'hui en présence de l'ingénieur du son français René Guérassag, inventeur et créateur de la sonothérapie du stress. Ingénieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes devenu, en pratiquement un quart de siècle, un expert reconnu en matière de traitement et prévention du stress par le biais de fréquences sonores. Alors j'aurai bien évidemment de très nombreuses questions à vous poser, mais pour commencer, en quoi consiste la sonothérapie ? La sonothérapie est un nouveau type d'instrument thérapeutique qui est spécialisé dans la désactivation du stress pathologique, qui est l'élément déclencheur et aggravant de la pathologie. Au lieu de considérer le stress comme un élément extérieur, cette approche l'intègre en tant que composante énergétique de la maladie, au même titre que la pathologie elle-même, qui est sa composante physiologique. Il est en effet impossible de laisser de côté le lien direct de cause à effet entre le stress et la pathologie. La maladie est donc l'ensemble de ces deux composantes. La sonothérapie agira sur le stress pathologique, alors qu'un médicament agira sur le symptôme pathologique. Le concept de la médecine occidentale traite essentiellement de la pathologie, du symptôme, on dira, de la partie visible de la maladie. Celui des médecines ou thérapies dites alternatives traite également des symptômes, mais cette fois-ci avec des médicaments ou des moyens à tendance plus naturelle, je dirais, et dans une vision globale et holistique de la maladie. Mais nous voyons que dans les deux cas, le but à atteindre est bien la guérison ou le soulagement du symptôme. Effectivement, seuls divergent les moyens thérapeutiques utilisés. Dans les deux cas, la sonothérapie participe à l'action thérapeutique globale en traitant spécifiquement l'élément stress pathologique. Nous sommes donc en présence d'un phénomène de cristallisation du stress au niveau pathologique, qui aura donc tendance à aggraver la maladie ou freiner sa guérison. En effet, l'altération physiologique et fonctionnelle d'un organe, la douleur physique, l'invalidité totale ou partielle, l'obligation aussi de passer par des traitements parfois contraignants, douloureux, ou bien la peur de mourir tout simplement, sont autant de situations extrêmes de stress aggravants. C'est pour cela que la réduction ou la désactivation du stress pathologique participe à la réduction du taux global de la maladie. C'est dans ce contexte, dans ce but et dans cette compréhension assez novatrice que s'inscrit la sonothérapie. Eh bien, l'équation stress plus pathologie égale maladie peut être comparée à la cohérence du fameux théorème de Pythagore où a au carré plus b au carré égale c au carré. Quand on sait que les résonances harmoniques d'un son fondamental sont composées d'une tierce, d'une quarte, d'une quinte et d'une octave, on obtient l'explication, je dirais mathématique, des lois de résonance harmonique parfaites de tous les sons de la création qui se développent de manière logarithmique, c'est-à-dire spiralée, comme il est né dans le cosmos tout entier. C'est ce fondement essentiel qui m'a conduit à choisir, je dirais, les fréquences sonores qui permettent de traiter le facteur stress de la maladie ainsi que dans la vie courante. Pourquoi avez-vous choisi l'option sonore ? Eh bien, tout d'abord parce que le son et le stress sont de même nature, c'est-à-dire énergétiques, ou électromagnétiques si vous voulez. La nature vibratoire d'un événement stressant le rend perceptible au moment même où il est généré, par une parole, par un geste, par un bruit ou par une odeur. La perception de l'information est instantanée. Par contre, le temps de réaction réflexe du cerveau est de 160 millisecondes dans le meilleur des cas, ce qui est relativement lent
et l'empêche de se protéger de l'agression trop rapide pour être contrôlé par l'intellect qui peut seulement l'expliquer et a posteriori. C'est pour cette raison que les sages, depuis la nuit des temps, considèrent que le contrôle cérébral est assez illusoire et que le contrôle de la réactivité émotionnelle par la méditation, par exemple, favorise le bien-être. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, l'homme a plus ou moins appris à traiter les conséquences de la réactivité émotionnelle ou du stress en langage récent. La désactivation de la cause est un autre problème. Mon propos a donc été de trouver le moyen de réduire le temps de réponse de 160 millisecondes, dirons-nous, à 0 millisecondes, afin de désactiver les événements stressants au moment même où ils sont déclenchés, car leur répétition incontrôlable mène directement à la souffrance et à la maladie. Mieux vaut donc prévenir que guérir. La question était alors de savoir comment. Quel type de solution aviez-vous envisagé ? Eh bien, j'ai trouvé un début de réponse dans mon activité d'ingénieur du son, qui est la technique de mise hors phase. Elle consiste à annuler l'audition d'une fréquence sonore en lui ajoutant la même fréquence mais de forme inversée. Le problème était de savoir comment mettre hors phase un événement stressant au moment où il se produit, en lui opposant le même événement inversé sous forme d'informations sonores pré-enregistrées par le cerveau, donc immédiatement disponible et capable d'intervenir au moment même de l'apparition de l'événement stressant. Pourquoi le son est-il d'une si grande importance dans la vie d'un être humain ? Eh bien d'abord parce que l'oreille est le premier élément qui se développe dans l'embryon humain. C'est dire son importance. Ensuite, la musique, le chant et la danse ont toujours fait partie de l'héritage naturel de l'humanité. Le son peut modifier l'humeur de façon immédiate. Par exemple, un accord musical en mode mineur génère de la tristesse. Alors qu'un accord musical en mode majeur peut susciter de la joie. Ou bien encore de l'appréhension pendant une scène de tension cinématographique par exemple. De plus, j'ai toujours pensé que la maîtrise du verbe et du son pourrait être un facteur d'évolution humaine considérable, car la parabole au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair, est un indicateur qui mérite vraiment qu'on s'y attarde afin d'en comprendre le sens, mais surtout la portée. Étant donné qu'il existe un lien entre le son et le stress, quels sont d'après vous les principaux événements stressants ? Alors, au niveau de la vie courante, vous avez les contraintes sociales et économiques. Nous vivons dans une société de compétition où le bien-être est lié à la nécessité constante de disponibilité financière, où l'argent est lié à la survie et au manque de visibilité, je dirais, de l'avenir. Puis, vous avez les contraintes familiales. Les enfants qui doivent se lever tôt le matin, alors qu'ils sont encore en plein sommeil. Idem un petit peu pour les parents, sans parler de toutes les contraintes de transport. Au niveau de la vie professionnelle, les contraintes de stress au travail se manifestent pour 80% des personnes au cours des échanges interpersonnels et par le taux élevé d'insatisfaction que procure la tâche professionnelle. Ensuite, vous avez le stress que j'appelle physiologique, qui est lié à la consommation de certains principes actifs incompatibles avec l'organisme humain, notamment dans certains produits alimentaires, dans certains produits d'hygiène ou dans certaines médications qui sont souvent nécessaires, mais parfois sujettes à certains effets secondaires. En résumé, quelles sont les principales conséquences du stress ? Alors la première conséquence est que le stress récurrent, bien sûr, limite l'accès à la joie, au bonheur, au plaisir, à la santé en général et augmente les peurs également. La deuxième conséquence est que le stress récurrent est le facteur déclencheur et aggravant des maladies.
Où en est-on actuellement au niveau de la lutte contre le stress? Pour accéder au bien-être, certains veulent changer le mode de vie d'une société humaine inconsciemment soumise par habitude ou par ignorance aux excès du binôme production-consommation. D'autres pensent que nous serons obligés de prendre conscience de la situation dramatique dans laquelle se retrouve l'ensemble de l'humanité sur le plan moral, sur le plan philosophique et sanitaire même, afin de faire évoluer la situation dans un sens plus favorable au bien-être de chaque individu. Certains pensent également que la meilleure solution devrait essentiellement se situer dans un cadre plutôt philosophique et démocratique, au sens originel du terme, qu'économique et autoritaire. La première solution paraît évidemment plus confortable au niveau du stress que la deuxième, évidemment. Mais ce qui est sûr, quelles que soient les options sociétales de l'avenir auxquelles nous sommes confrontés, la priorité sera de faire chuter le stress et la peur. Sinon, la vie sera tout simplement impossible. Mais alors, sur quoi faudrait-il se baser pour établir des solutions durables dans la lutte contre le stress? Pour essayer d'y répondre, il me semble important de se rappeler de certains éléments fondamentaux et référents à propos de l'existence même. L'homme bénéficie du libre arbitre, qui l'autorise à décider de tout ce qui lui plaît, quelles qu'en soient les conséquences, bonnes ou mauvaises. Par contre, l'homme est également soumis à la loi de cause à effet. Chaque acte ou chaque parole, bonne ou mauvaise, entraîne sa conséquence, directement liée à sa cause, bonne ou mauvaise. Ce qui limite finalement la pseudo-sensation de liberté de choix que procure la notion de libre arbitre. Ensuite, le stress est aussi le marqueur incontournable qui met en exergue l'existence d'un immense fossé entre les excès de l'activité socio-économique de l'homme et les véritables besoins de son être profond ou de son âme, si vous préférez. Et enfin, prendre conscience de cette réalité est, en mon sens, la première des conditions qui permettra à l'homme de faire évoluer son propre paradigme, libre, bien sûr, de toute influence involutive. Voulez-vous dire par là que les choix sont très limités? Oui, je m'en explique. Je voudrais parler d'un repère qui me semble fondamental. L'homme vit dans un contexte de force d'attraction et de répulsion, qui régissent l'ensemble des relations d'équilibre entre toutes les manifestations de la création. Cette force d'attraction-répulsion est à la fois le législateur, l'organisateur et le gendarme de la création, auquel rien ni personne n'échappe. Prendre conscience de ce repère me paraît essentiel. Et je vais essayer d'en donner une explication simplifiée pour faciliter la compréhension de tous. Est-ce que cette force d'attraction-répulsion peut être comparée à deux aimants dont les pôles nord et sud s'attirent ou se repoussent mutuellement? Parfaitement. La loi d'attraction-répulsion permet à toutes les manifestations de la création de maintenir entre elles l'indispensable équilibre, comme par exemple entre le Soleil et la Terre avec la Lune, ou entre une étoile et l'ensemble du cosmos, grâce à leur propre force d'attraction et de répulsion. Le point d'équilibre des forces électromagnétiques opposées apparaît en un point donné, invisible à l'œil, et en fonction de la masse des astres, comme des aimants qui à la fois s'attirent et se repoussent selon leur polarité. Ici symbolisé par cette matrice de lignes verticales et horizontales, le cosmos visible ou invisible est constitué par des règles de fonctionnement qui régissent et ordonnent toutes les relations entre tous les éléments de la création. Leurs forces attractives et répulsives respectives représentent la clé de l'harmonie qui y règne. Il en sera de même entre un bourgeon, une fleur et un parfum, entre des dirigeants, un groupe humain et une personne, mais aussi entre des molécules minérales, des molécules organiques et des atomes. Prenons l'exemple ici d'éléments A et B qui possèdent leur propre force d'attraction-répulsion.
Pour que cet équilibre maintienne sa cohérence, il faut que la somme de la force d'attraction de A et de la force de répulsion de B soit égale à la somme de la force d'attraction de B et de la force de répulsion de A. Si par exemple ce champ relationnel venait à subir une torsion par un excès volontaire de force d'attraction exercée par A, il va entraîner obligatoirement vers lui la force d'attraction plus faible de B. En même temps, on constatera que par un effet de balancier, que la force d'attraction de A entraînera l'augmentation de sa propre force de répulsion envers B qui est plus faible. Ainsi, la force d'attraction et de répulsion de l'élément B seront d'autant diminuées. Heureusement, cette situation de déséquilibre sera obligatoirement stoppée car elle est soumise à l'effet correcteur des lois cosmiques, sans lesquelles rien ne vit ni ne survit. Ces phénomènes d'incohérence sont cycliques, limités dans le temps et provoqués par des tentatives non respectueuses contre l'ordre universel de la création, qu'on pourrait aussi nommer Dieu, Brahma, Bouddha, Allah, le sans-nom, etc. Le phénomène d'espace-temps est une donnée propre à l'univers qui nous entoure. C'est lui qui agit dans sa création comme toute autre création et qui donne à l'homme cette sensation de proximité ou d'éloignement, donc d'espace et de temps. Certains aspects ou zones de la création sont même exempts de ce temps et de cet espace, comme les trous noirs par exemple dans l'univers. Pour l'homme, les véritables conséquences de son propre comportement dépendent du respect des règles de cet ordre universel. Le temps et l'espace ne font que différer dans le temps les conséquences produites par une cause. Cette notion représente pour l'homme la difficulté majeure selon laquelle une action incohérente aura ses conséquences dans un temps futur, alors qu'en réalité la conséquence est déjà programmée et active au moment même où l'acte initial se produit. Dans cet exemple, nous allons observer un comportement différent où la force B décide de rester immobile en harmonie avec l'ordre universel, auquel il adhère, en renonçant à se laisser entraîner par les forces excessives de A. On constate ainsi que cette attitude empêche la force opposée A de manifester son désir de suprématie car l'élément B bloque le processus de répulsion en restant associé à la puissance de l'ordre universel dont il bénéficie. Cette application sonore de traitement ou de prévention du stress devait donc tenir compte de cette règle d'harmonie afin que tout ce qui nous entoure collabore efficacement à l'obtention du résultat désiré. Et comme le disait Einstein, je considère que la première préoccupation de toute aventure technologique est l'homme et sa sécurité. Y a-t-il une façon assez simple d'expérimenter avec des moyens à notre portée cette loi d'attraction-répulsion ? Afin de vérifier cette loi intangible, indiscutable et non négociable de l'univers en mouvement où tout est interconnecté, prenez la main droite de la personne qui est près de vous. Demandez-lui d'exercer une attraction et faites de même dans le sens opposé. Celui qui aura la plus grande force ou la masse la plus importante prendra l'avantage. Mais avec votre main droite, recommencez en appliquant simultanément la force de répulsion avec la paume de l'autre main en demandant à l'autre personne d'en faire autant. Vous constaterez que les forces s'équilibrent quelle que soit la force et la masse de chacun des intervenants. J'ai effectivement pu l'expérimenter par moi-même comme adulte avec un enfant et il est effectivement impossible de prendre l'ascendant malgré la différence de poids et de masse entre adultes et enfants. Ce qui est tout de même difficile à concevoir dans notre culture du fort et du faible, du bien et du mal, du noir et du blanc. Qu'en pensez-vous ? C'est pourtant ainsi que devraient être comprises les relations entre toutes les manifestations de la création afin que perdure l'équilibre et l'harmonie. Toute autre intelligence non conforme à cette règle entraîne le chaos et la remise en place des deux protagonistes, aussi rusés ou ingénus soient-ils,
car l'univers se protège de ses propres déséquilibres en se désolidarisant du lien à des forces qui, par leur comportement isolé, pourraient entraîner un déséquilibre momentané de l'ensemble de la création. L'adhésion à un comportement solidaire de la création ou la non-adhésion, par un comportement égoïste et unilatéral, marque la différence entre le bien-être et la souffrance. Car c'est la création qui a posé les conditions non négociables des principes de vie bien avant l'arrivée de l'homme sur Terre. Quels sont pour vous les phénomènes les plus marquants qui témoignent du niveau de stress des êtres humains? Les exemples ne manquent pas. Sur le web, on dénombre environ 6 000 millions d'articles sur le phénomène de stress qui témoignent de l'immense préoccupation qu'il génère. À ce sujet, j'ai un exemple qui me paraît très significatif de la folie humaine. Savez-vous qu'est né un 7e continent? Un continent d'ordures et de déchets de l'activité humaine à la conjonction des grands courants maritimes du Pacifique Nord, d'une épaisseur par endroits de 30 mètres et d'une surface égale à celle de l'Europe de l'Ouest. Toute proportion gardée, imaginez la maison ou l'appartement familial dont une des pièces servirait de poubelle à vie et pour les générations qui suivent. Il y aurait donc un lien direct entre le mode de vie actuel et le stress. De toute évidence, dans ce contexte de confusion socio-économique, philosophique et morale, dans ce manque de visibilité de l'avenir, le stress ne peut qu'augmenter, avec un impact certain et direct sur la santé. Que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou le professeur Herbert Benson de l'Institut médical d'Harvard, ils constatent dans leurs études que 80% des consultations médicales sont liées au stress. Dans le monde professionnel, l'absentéisme directement lié au stress représente un coût de 10% de la masse salariale, alors que le présentéisme, c'est-à-dire le fait d'être présent sans être productif, représente un coût équivalent à 60% de la masse salariale, donnée que la plupart des travailleurs et des dirigeants ignorent. À ce total donc de 70% s'ajoutent bien évidemment les coûts des soins et des interventions médicales. Le coût du stress donc en termes de santé ou en termes monétaires est tellement exorbitant qu'il est tout simplement impossible à déterminer. On voit bien que la sonothérapie rompt avec les schémas thérapeutiques habituels. Pourquoi est-elle si différente? C'est une question d'optique de perception. Je voudrais pour cela vous proposer d'observer le stress sous un autre angle, en considérant que les stimuli extérieurs qui génèrent les tensions professionnelles, familiales, individuelles ou sociales ressemblent à des ondes émises par une antenne que le cerveau en est le récepteur qui reçoit ces mêmes ondes, les analyse et les transforme en réactions instinctives, mentales ou physiologiques, agréables ou stressantes. Cette vision nous permet d'envisager une solution plus énergétique, plus électromagnétique, vibratoire, et puis préventive et immédiate, que seulement psychologique, intellectuelle ou comportementale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le dénominateur commun entre le son et le stress, c'est qu'ils sont tous deux de nature énergétique, donc électromagnétique. La compréhension du stress basée sur des explications intellectuelles est une excellente base de travail pour communiquer, mais insuffisante, me semble-t-il. Par contre, le fait de considérer les stimuli ou les agressions comme des ondes électromagnétiques qui sont perçues par le cerveau comme des fréquences électromagnétiques en provenance du monde environnant me semble être une hypothèse d'école fort intéressante et aussi originale. Le lien entre le son et le mot fait que ce qui est nommé par l'homme, donc sonore, possède ce fameux pouvoir créateur et transformateur. Quel est le type de fréquence utilisée en sonothérapie? Eh bien, les fréquences de la sonothérapie, comme son nom l'indique, sont des fréquences sonores. La partie audible du son sert de lanceur, comme une fusée, alors que ces résonances harmoniques, générées dans l'espace,
correspondent aux satellites dont les capacités d'action sont beaucoup plus subtiles. L'étude d'un certain nombre de sonorités de la faune animale m'a également permis de conforter cette hypothèse et porter un nouveau regard sur l'accordage des instruments de musique ainsi que sur les aptitudes de l'être humain dans son expression vocale et musicale. Les résultats de cette observation spectrale furent assez étonnants et m'ont permis de mettre au point une gamme de type logarithmique, c'est-à-dire spiralée, donc évolutive, et surtout capable d'autogénérer par leur propre énergie un nombre important de résonances harmoniques qui produisent une grande satisfaction auditive au niveau de l'ampleur, au niveau aussi de la précision et de la profondeur du son. Donc les sons accordés sur la gamme tempérée provoquent une sensation auditive de bien moins grande importance à cause de la pauvreté des résonances harmoniques. C'est la gamme la plus utilisée actuellement. Pourriez-vous nous citer un exemple? Bien sûr. Une fois que cette mise au point fut terminée, je me souviens d'avoir réalisé une expérience qui consistait à prendre une mélodie d'une chanson, appliquer les accords de l'accompagnement d'une autre chanson et que malgré tout ça, l'ensemble sonnait juste, toujours parfaitement juste. Cette sensation d'harmonie du ressenti m'amenait naturellement à imaginer que cette loi d'expansion logarithmique permettait aux sons fondamentaux de s'auto-régénérer dans l'espace d'une part et d'atteindre aussi une vitesse de propagation si importante qui serait capable d'entrer en résonance avec les subtils phénomènes vibratoires présents dans le corps humain, notamment au niveau des neurotransmetteurs du cerveau ainsi qu'au niveau de l'ADN. On peut facilement comprendre qu'au niveau de la musique et des sons, on puisse faire des progrès techniques. Par contre, au niveau de la parole, des mots, des textes, et mis à part leur signification, quelles sont leurs influences vibratoires? Bien, je vais commencer par la conclusion si vous voulez bien. J'étais loin de penser que le nommé, qu'il soit écrit, parlé ou chanté, représentait en réalité la source réelle, concrète de toute création, de tout phénomène de vie. Je m'en explique. En l'absence de références scientifiques dans le domaine du son lié au nommé, j'ai choisi l'option, volontairement, comme hypothèse d'école, de trouver des mots qui définiraient le mieux possible les caractéristiques énergétiques d'un individu précis, d'une personne, car les êtres humains sont tous différents, malgré les ressemblances. Je me suis mis à chercher du côté des noms de famille et des prénoms. Pourquoi pas? En effet, le nommé, dans toutes les traditions philosophiques, religieuses ou spirituelles, est d'une importance capitale. Au tout début d'une prière, par exemple, le nom détermine l'être à qui la prière se dirige. De la même manière, les noms et les prénoms nous identifient, nous différencient, nous singularisent et nous accompagnent durant toute la vie. Je trouvais cette idée assez pratique d'une part, dans le sens où chaque individu possède un ensemble de noms et de prénoms qui différencient une personne par rapport à l'autre. Au départ, ce n'était qu'une pure hypothèse d'école, mais en l'absence totale, à ma connaissance, de références documentaires ou académiques, cette méthode me permettait, je dirais, d'individualiser une personne par rapport à un ensemble de personnes. Petite précision que je voudrais donner, c'est que le mot personne vient du latin persona, qui signifie à travers lequel passe le son. Donc les noms de famille ont une influence sur la vie de chacun, et comme le démontre également la génétique, les maladies se répètent de génération en génération. C'est justement ce que nous avons pu constater de manière étonnante. La transmission génétique a tendance à chuter lorsque le nom de famille disparaît, par le jeu des lignées et des filiations. C'est justement en observant ce phénomène que j'ai pu me rendre compte de l'importance capitale des noms et des prénoms que l'on porte, bien au-delà de toute considération psychosociale, car on ouvre ici une porte dans un domaine scientifique d'avenir prometteur. Et comment ça s'est passé ? Eh bien, j'ai commencé par mettre au point un système de conversion de noms en fréquences
en passant par les mathématiques bien sûr, dans le but d'expérimenter l'effet d'un ensemble de fréquences basé sur le nommé. J'ai dû ensuite approfondir mes connaissances sur le thème de l'écriture en général et de certaines traditions orales de l'humanité qui m'ont permis de consolider ce postulat de recherche et de faire un rapprochement entre les lettres d'un nom et d'un prénom avec les valeurs numériques de ces dernières. Souvenons-nous que pour le peuple de Sumer, l'écriture sur des tablettes d'argile servait à garder la mémoire des échanges. Puis la sophistication des hiéroglyphes égyptiens ont permis d'intégrer la qualité d'une expression à l'héritage quantitatif de Sumer. Ensuite, l'écriture proto-sinaïtique a permis de conserver jusqu'à nos jours l'héritage mathématique des lettres symboles. C'est enfin la civilisation islamique qui a permis la conservation de l'héritage des Grecs. Encore aujourd'hui, les langues latines possèdent certains souvenirs de ces lettres nombres qui servaient à faire la synthèse de nombres complexes et bien plus encore. Et des mathématiques aux fréquences, il n'y a qu'un pas. Effectivement, lors de la mise au point de ce système de décodage nommé fréquence, j'ai pris connaissance d'une extraordinaire et insolite découverte qui venait conforter ma recherche. Le biologiste moléculaire et biophysicien Piotr Gurdjieff et le physicien quantique Vladimir Poponin de l'Académie des sciences de Moscou et de New York venaient de mettre au point ou de mettre en évidence l'ADN fantôme, c'est-à-dire un champ électromagnétique qui intègre, entoure et agit sur la molécule d'ADN. Cette découverte représentait un tournant décisif dans ma recherche. Je m'en explique. La molécule d'ADN renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement de la cellule d'un organisme. Chaque brin d'ADN est constitué de 2 hélices et d'un enchaînement de paires de nucléotides qui relient les 2 hélices. D'un côté, on trouve les nucléotides ATCG, en face desquels on trouve les nucléotides TAGC. Ils ont irradié un échantillon d'ADN avec une lumière laser et ont obtenu sur un écran un modèle typique d'onde. S'ils enlevaient l'échantillon d'ADN, ces ondes ne disparaissaient pas, comme on pouvait s'y attendre, mais persistaient sous forme de structures régulières, comme si l'échantillon matériel était encore présent sous le microscope. Les expériences contrôle ont démontré que ces ondes provenaient sans aucun doute de l'ADN volontairement absente. D'autre part, lorsque les chercheurs ont envoyé une onde laser qu'ils ont accordée à la vibration du brin d'ADN, ils ont pu constater que le rayon laser suivait exactement le parcours spiralé de l'ADN, preuve de sa parfaite syntonisation fréquentielle avec la vibration de l'ADN. Puis, en agissant sur l'ADN magnétique à l'aide d'ondes de type soliton, dont l'évolution spatio-temporelle leur permet de se propager sans se déformer, les chercheurs ont pu également observer qu'en un certain point de convergence fréquentielle, les 2 hélices s'écartaient l'une de l'autre en formant une fenêtre dont le champ électromagnétique relèverait du domaine de l'énergie quantique non locale, donc au-delà de l'espace-temps. Cette particularité pourrait expliquer le nombre phénoménal d'échanges d'informations entre tous les éléments de l'ensemble du vivant, sans limitation de temps ni d'espace. On entre ici dans le champ de l'hypercommunication. Cette compréhension nouvelle pourrait, selon les chercheurs, apporter une explication scientifique au phénomène de télépathie, d'intuition, de prémonition ou de rêve. Comment se fait-il qu'on n'entende pas tellement parler de cette formidable découverte? Le philosophe Arthur Schopenhauer disait « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » Mais un constat encore plus étonnant fut réalisé par les chercheurs russes. Permettez-moi d'y revenir. Après avoir consulté
et intégrer dans leur équipe des spécialistes en linguistique. Et c'est ici que se crée le lien scientifique avec la sonothérapie. Lorsqu'on étudie une langue, on étudie des lois comme, par exemple, la syntaxe, qui définit la façon dont les mots se combinent pour former des phrases. La sémantique, qui traite de leur signification, ainsi que les règles grammaticales qui établissent des normes dans la pratique d'une langue. Si l'on applique les résultats scientifiques des chercheurs russes au code génétique, on s'aperçoit que ce code est soumis aux mêmes règles syntaxiques et grammaticales que nos langues humaines. Leur découverte met en évidence la similitude consubstantielle qui existe entre le langage humain et l'ADN qui agit, se construit et se programme ou se reprogramme de la même manière que se sont construites toutes les langues de l'humanité. La construction du code génétique peut donc être reliée à n'importe quelle langue humaine. Depuis des siècles, des scientifiques recherchent la langue souche dont seraient issues toutes les langues du monde. Il est possible que Gurdjieff et Poponim et leurs collègues l'aient trouvé. En effet, cette extraordinaire découverte des chercheurs russes met en évidence l'existence du champ magnétique de l'ADN qui peut être altéré par tout type de fréquence, donc également par des ondes sonores. Oui, une des particularités essentielles de l'onde sonore à l'état audible est de pouvoir générer des résonances harmoniques à l'infini. Elles arriveront obligatoirement à un point où l'onde est tellement rapide dans un sens ou bien tellement lente dans le sens opposé qu'elle accède par nature à une proportion ou à une dimension qui franchit obligatoirement les limites du temps et de l'espace. Le son est donc un moyen capable, à l'instant même où il est émis, d'accéder à des champs multidimensionnels par le biais de ces résonances harmoniques naturelles. Nous savons déjà que, sur un plan strictement matériel, l'onde sonore organise les formes de manière harmonieuse et structurée, comme on peut le voir sur ces images, où le sable répandu sur une plaque de métal se disperse ou se concentre en réagissant aux ondes spécifiques qui l'animent. En effet, à chaque fréquence, sa forme et son originalité. Ce qui paraît être aujourd'hui une théorie deviendra demain une réalité, à condition, je pense, que les fréquences fondamentales respectent rigoureusement les lois d'attraction-répulsion qui seules autorisent leur propagation dans le mode de fonctionnement incontournable de la création. Comment mettez-vous en pratique la désactivation du stress par le son ? Eh bien, j'ai commencé par mettre au point avec les programmeurs une application informatique de désactivation sonore du stress par le biais de la mise hors phase. Elle agit à 3 niveaux. Soit au niveau préventif pour empêcher le déclenchement psychoneuroendocrine du stress, dont l'ultime conséquence est la maladie. Soit cette désactivation agit également au niveau du traitement des champs magnétiques des cellules déjà atteintes par une pathologie ou un stress pathologique. Elle peut enfin agir au niveau des deux à la fois, au niveau de la prévention du stress ainsi qu'au niveau du traitement du stress pathologique. Le processus sonothérapeutique d'inversion de phase d'Inverton ou désactivation fréquentielle des stimuli stressants est identique au processus d'ingénierie sonore qui consiste à annuler l'écoute d'un son en ajoutant le même son inversé. De quoi s'agit-il plus précisément ? Bien, je vous propose d'en prendre connaissance à l'aide d'une animation. Créons d'abord un son sinusoïdal sur la première piste de lecture. Puis nous copions cette fréquence à l'identique sur la piste de lecture inférieure.
Nous allons maintenant sélectionner la piste inférieure et inverser la modulation de l'onde par voie logicielle. Le mouvement graphique des deux pistes s'oppose, comme on voit. L'une commence en partant vers le haut, l'autre va vers le bas, et de manière simultanée, car l'une est la copie inverse de l'autre. Si maintenant nous augmentons le volume de la piste inférieure, qui possède le même son que la piste supérieure, mais de manière inverse, nous constaterons que plus le volume de la piste inférieure augmente, plus le son global diminue, comme en témoigne d'ailleurs le bar graphe, jusqu'au silence le plus complet. C'est ce qu'on appelle le processus de mise hors phase. C'est exactement ce principe qui a été utilisé dans la sonothérapie et qui permet de désactiver la fréquence des stimuli stressants. Nous savons que nous devons vivre avec ces derniers, mais par contre, ces effets nocifs seront désactivés grâce à la sonothérapie. Par exemple, une onde complexe de type AB, représentant un stimulus stressant, est inversée ou mis hors phase, donc désactivée par une onde inverse de type BA, qui est préalablement écoutée et stockée dans la mémoire immédiate du cerveau, qui est la zone de l'hippocampe. Ainsi, cette dernière fréquence de désactivation est constamment disponible et prête à intervenir instantanément pour désactiver l'onde agressive. Pourriez-vous nous commenter cette animation sur le processus de désactivation du stress? Bien sûr. En raison de la vitesse de communication entre les stimuli externes et le champ magnétique de l'ADN situé dans le cerveau et dans tout le corps, qui est de l'ordre de l'instantané, les stimuli négatifs ou désagréables vont avoir une action immédiate, imparable et désastreuse dans le domaine psychoneuro-endocrine ou hormonal, car nous avons affaire ici à des échanges électromagnétiques et non biochimiques. Les stimuli stressants en provenance de l'extérieur agressent régulièrement le cerveau par l'intermédiaire des champs magnétiques de l'ADN en ayant au mieux l'illusion de pouvoir s'en protéger, mais sans pour autant éviter les dégâts. Face à cette situation à très haut risque, nous prenons soin de préenregistrer les fréquences de désactivation des futures attaques au niveau de la mémoire immédiate du cerveau, donc de l'hippocampe et des amygdales du cerveau. Constamment disponibles, ces dernières interviendront en temps réel en mettant hors phase, au moment même de leur apparition, les stimuli en provenance de l'extérieur. En résumé, on ne peut empêcher que la vie se déroule, mais la sonothérapie peut être considérée comme un bouclier protecteur, un véritable outil de prévention, de traitement et d'accompagnement actif qui nous protège des risques causés par les agressions stressantes. Existe-t-il des applications dans le domaine psychologique? Oui, tout à fait. De passionnantes recherches d'ailleurs, souvent accompagnées par des chercheurs de différentes disciplines ou des collaborateurs qui partagent la même passion, m'ont permis de constater et toujours vérifier que les talents et les spécificités émotionnelles, instinctives et mentales qui caractérisent chaque personne sont en lien avec les propres noms et prénoms des personnes et sont systématiquement validés par la personne elle-même. Ce type de diagnostic a permis de susciter d'abord une forte crédibilité au niveau de l'appréciation psycho-émotionnelle, tandis que l'action des fréquences personnalisées sur le stress se faisait également systématiquement sentir. En effet, en prenant connaissance des aspects psychologiques que révèlent l'ensemble des noms et prénoms, on renforce la prise de conscience des talents innés, des caractéristiques émotionnelles également, instinctives et mentales, d'autant plus qu'ils sont spontanément corroborés par leurs bénéficiaires, comme on le disait, dès la première rencontre. Et comment ça se passe dans la pratique? Eh bien, à partir du calcul généré par le logiciel en ligne de la sonothérapie, on obtient une valeur, énergétique, matérialisée par une séquence sonore, ainsi qu'une explication sur le talent, le type de réactivité émotionnelle, instinctive et mentale que contient chaque nom et chaque prénom, dont chaque personne. Donc, à partir de votre logiciel de calcul, basé sur les noms et les prénoms, on peut en quelque sorte avoir une vision précise des aspects psychologiques d'une personne. Exactement.
l'identification réalisée par le biais du calcul informatique permet d'établir des caractéristiques tonales d'attraction et de répulsion de chaque nom et prénom à l'aide d'un principe de double note de la gamme chromatique simple Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. En octroyant à chacune d'entre elles une deuxième note qui peut être l'une des 7 notes principales, on obtient ainsi un ensemble de 49 paires de notes allant de Do, 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 Ré, Do, Mi, puis Ré, Do, Ré, 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 Mi, et ainsi de suite jusqu'à Si, Si. Chaque première note correspondant aux 7 principales glandes du système hormonal ou endocrinien, donc Do, surrénal, Ré, l'appareil génital, Mi, le pancréas, Fa, le thymus, Sol, la thyroïde, La, l'hypophyse, et Si, la pinéale. La deuxième correspond au sous-ensemble de ces glandes. Ainsi, il devient assez aisé d'établir une relation entre les facteurs psychologiques des stimuli stressants en provenance de l'extérieur et le déclenchement spécifique de la réaction hormonale, comme par exemple la peur qui génère la sécrétion d'adrénaline au niveau des glandes surrénales. On peut donc faire la relation entre un nom et ses caractéristiques psychologiques et hormonales. Si je comprends bien, cette analyse vibratoire basée sur chaque nom et chaque prénom nous parle en réalité de l'activité profonde de notre ADN magnétique. Oui, à partir d'analyses développées dans le domaine de la psychologie clinique, mais aussi à partir de nombreuses connaissances liées aux grandes traditions, nous avons pu en quelque sorte développer une analyse explicative originale, précise et cohérente, où le sujet se reconnaît parfaitement dans la description qui lui est offerte. Mieux qu'une analyse, elle représente la véritable information vibratoire que portent le nom et le prénom. À la différence de l'explication psychologique, qui nécessite un minimum de connaissances, une simple description dans le langage courant provoque une forte sensation d'adhésion et de compréhension immédiate. Quand elle est appuyée par le son qui lui correspond, l'alchimie devient très forte et immédiate car nous sommes en présence d'informations exclusivement vibratoires, entièrement reconnaissables par notre ADN magnétique, bypassant la lourdeur, je dirais, de l'analyse cérébrale. Les notes qui correspondent au talent donnent lieu à une analyse énergétique ou vibratoire spécifique. Dans cet exemple, le nom de la personne induit une force ou un talent vital où il est capable d'agir avec réalisme. Dans le cas où ce talent est insuffisamment conscient ou vécu, la personne se laissera plus ou moins altérer ou réagira sur le plan émotionnel en ressentant que l'autre n'est pas conscient de sa manière d'agir. Dans les cas extrêmes, la personne réagira instinctivement en croyant qu'il est conscient de ce qui est juste. Et enfin, quand il relatera les faits à ses amis, il dira qu'il a l'habitude d'agir avec conscience. En fait, cette analyse de type énergétique complète et remet en question la seule explication psycho-émotionnelle habituelle. Et oui, toutes ces réactions de la mécanique humaine sont erronées sur un plan énergétique et amènent couramment, à force des souffrances qu'elles provoquent, à conscientiser et vivre véritablement son talent. La sonothérapie tente à éviter ce long parcours car sa fonction est vibratoire et autorise l'accès direct au talent que porte chaque nom et chaque prénom. Ces derniers servent à identifier la fréquence juste afin que l'être et le corps se syntonisent sur les fréquences qui lui correspondent, au-delà des compréhensions du langage. Ces indications précises, profondes et parfois subtiles ont le mérite d'identifier les caractéristiques essentielles d'un mot et ce à quoi il se réfère, n'est-ce pas ? Bien, si vous voulez, afin de mieux nous en rendre compte, nous allons choisir un mot que nous connaissons tous. Le mot « amour », en 6 langues différentes. Selon les différents dictionnaires de traduction, les significations sont à peu près identiques et acceptées par tous les peuples qui les utilisent dans les 6 langues différentes. Le mot correspond, selon la linguistique, à une image symbole qui nous permet de donner la même signification au même mot, même s'il est traduit. Par contre, nous allons très vite nous rendre compte que l'analyse énergétique du mot provoque une compréhension différente du même mot en fonction des différences d'écriture selon chaque langue.
Pourriez-vous nous donner quelques exemples? Bien sûr, le mot amore en italien signifie vibratoirement agir avec conscience. En français, le mot amour signifie exprimer sa confiance en l'autre. En espagnol également, par le fait des calculs. En allemand, le mot Liebe signifie sentir, ressentir de l'amour pour l'autre. En anglais, le mot love signifie vibratoirement se projeter ensemble dans le futur. Alors que pour le russe, le mot Lyubov signifie ressentir des visions communes d'avenir. On voit bien qu'un mot qui a soi-disant la même signification littérale dans sa sémantique ou sa signification n'a plus rien à voir au niveau énergétique. Quand une Américaine et un Russe se rencontrent, qu'ils ressentent l'un pour l'autre la passion de l'amour, que se passe-t-il? Eh bien, l'Américaine croit, comme elle le pense, que son nouvel amour désirera se projeter dans un futur commun. Alors le Russe croira que l'Américaine ressent la même vision des choses de la vie, comme il le pense, ce qui est totalement différent au niveau des attentes et des projections. Avoir la même vision des choses de la vie ne signifie pas obligatoirement qu'on se projettera ensemble dans le futur. Il y a une grande différence entre la vision et le passage aux actes. Entre un Allemand et une Italienne? Ici, les choses sont, je dirais, encore plus marquées, car pour le premier, l'amour, c'est ressentir l'amour pour l'autre, alors que pour la seconde, c'est agir avec conscience. Si vous demandez à des personnes de ces différentes cultures, vous pourrez le vérifier par vous-même. Donc, c'est comme ça qu'un amour naissent les différents, sans même comprendre réellement pourquoi. Donc, à partir de ce même principe, pourrait-on mieux connaître les caractéristiques psychologiques de la population d'un pays donné? Parfaitement. J'ai également remarqué que le nom du pays avait une forte influence sur l'inconscient collectif d'une population. Et chacun peut tout de suite le vérifier. Prenons quelques exemples si vous voulez bien. La signification énergétique perçue par le champ magnétique de l'ADN d'un Italien en lisant ou en écoutant le mot Italia est d'être conscient de l'amour qu'il porte à son pays. Et pour un Français? Pour un Français, la force vibratoire du mot France aide à trouver les mots justes. C'est peut-être pour cette raison que la rédaction de la Charte des droits de l'homme est française. Pour un Allemand, le mot Deutschland induit la capacité à s'organiser avec vision et discernement. Par exemple, de nombreux compositeurs allemands ont fait preuve d'une grande capacité d'organisation et de vision pendant l'écriture des œuvres. Leur renommée sur leur capacité d'organisation aux Allemands au niveau industriel est bien connue. Pour un Espagnol, le mot Espagne contient une force énergétique qui le pousse à s'exprimer avec réalisme et même avec force dans son inconscient collectif. Et plus généralement, on peut l'entendre dans la manière d'exprimer les mots afin que se manifeste avec vigueur le réalisme de son expression. Et pour les Américains? Pour les Américains, United States of America induit une force énergétique qui leur, ressemble bien, celle de ressentir comment communiquer avec autrui. En effet, ils sont les inventeurs du marketing, de la communication sous tous ses angles et sous tous ses aspects. Les rois du cinéma. Leur manière de parler fait appel à un effort constant pour ressentir ce qui est à dire. L'énergie que porte le nom du pays peut sans doute expliquer également la création de leur structure de diffusion télévisuelle, Internet, etc. Et pour les Russes? Alors pour la Russie, qui renaît très rapidement de ses cendres, elle est portée par un inconscient collectif, bien sûr en lien avec son nom, dont la force est d'agir spontanément, de façon concrète, avec une grande faculté créative et un sens aigu de l'organisation. Traditionnellement, le domaine des sciences a toujours été prépondérant dans leur activité, dans leur vie, un secteur où la créativité se manifeste obligatoirement de pair avec un sens de l'organisation. Et de manière un peu moins visible mais non moins présente, le mot Russie, Rossia en russe, porte une énergie qui la pousse à agir dans le but de devenir référente ou exemplaire
par sa culture, ses traditions, son industrie ou son économie. Ce type de révélation énergétique est très différent d'une analyse culturelle, psychologique ou intellectuelle. À quoi cela peut-il servir ? L'information vibratoire permet d'entrer sans perdre de temps dans le vif du sujet, tout en générant une confiance et une crédibilité immédiate car elle est reconnaissable, compréhensible, mais aussi assimilable par chaque personne, sans passer par la description qui est donnée par le dictionnaire. Comment s'applique la sonothérapie du stress dans le domaine professionnel ? Personne n'ignore le stress dans le domaine professionnel, car la majeure partie des gens passent la moitié de la vie à travailler et le reste à dormir, enfin presque. Ses conséquences sur la santé des travailleurs sont incalculables, tandis que les conséquences sur la productivité en elle-même correspondent à peu près à 70% du coût de la masse salariale, selon les plus récentes études. Donc les conséquences du stress en matière de décision stratégique sont plus coûteuses encore et difficiles à estimer, mais bien réelles. Quels sont, en quelques mots, les principaux bienfaits de la sonothérapie en milieu professionnel ? Eh bien, premièrement, l'intervention de la sonothérapie en milieu professionnel améliore et fluidifie la qualité des communications interpersonnelles. Deuxièmement, et ce qui est le plus étonnant, c'est que les personnes éprouvent une plus grande satisfaction à accomplir, leurs tâches professionnelles ou exercer dans leur travail. Lorsqu'une personne se syntonise avec elle-même, qu'elle retrouve sa force et son équilibre, le facteur stress diminue d'autant. Et le plus surprenant, c'est que cette harmonie retrouvée sur le plan individuel devient contagieuse sur le plan collectif. Et l'ensemble des personnes opérant dans un même lieu de travail retrouvent des valeurs, et des comportements plus éthiques, respectueux envers les autres, sans qu'il soit obligatoirement nécessaire de les rappeler. Existe-t-il une manière tangible et concrète de contrôler les bienfaits de la sonothérapie du stress ? Absolument. Nous mettons à disposition des utilisateurs un suivi méthodique en laboratoire par l'analyse du cortisol urinaire comme marqueur du stress afin de comparer les données avant, pendant et à la fin du traitement sonothérapeutique. Ce qui permet de disposer d'une visibilité, extrêmement tangible du taux de stress vécu par les personnes. Dès le départ, au moment où l'entreprise ou l'administration décide d'implémenter la sonothérapie, afin de lutter contre le stress, donc, nous réalisons systématiquement une enquête médicale qui définit la situation réelle sur l'état de santé des employés. Donc, nous commençons par faire une enquête psycho-émotionnelle individuelle et puis une analyse en laboratoire du marqueur de stress qui est donc le cortisol urinaire. Je dois avouer que nous sommes chaque fois consternés par le degré extrêmement élevé des données. En effet, lorsque les valeurs normales devraient indiquer une dose de 8 à 20 microgrammes par décilitre de cortisol, les indications moyennes commencent aux alentours de 23 microgrammes par décilitre et finissent aux alentours de 75 microgrammes par décilitre, avec une concentration très importante autour de 40 à 50 microgrammes pour la grande majorité des personnes. Si on considère que la moyenne basale normale se situe à 14 microgrammes, nous nous retrouvons en moyenne, dans une entreprise ou une administration, à 3 fois la dose, c'est-à-dire dans un état d'intoxication avancé qui marque la présence potentielle et active d'une ou plusieurs maladies chroniques en gestation. Après un mois de traitement sonothérapeutique, nous obtenons une diminution drastique du taux de cortisol d'environ 50%, selon les pays et les milieux professionnels également. Alors comment peut-on s'assurer que les personnes suivent scrupuleusement le mode d'emploi de la sonothérapie qui est de 2 écoutes de 10 minutes par jour ? Dans leur immense majorité, quand les personnes prennent connaissance de leur taux de cortisol et les risques qu'ils encourent, elles se mettent à suivre scrupuleusement les recommandations d'écoute qui sont prescrites
et par le fait également qu'il suffit de laisser tourner les séquences de traitement sur son ordinateur, son iPhone, sa tablette, sans nécessairement devoir y prêter attention. D'autre part, dans l'intérêt des personnes et de l'employeur, nous mettons à disposition des entreprises un système de diffusion hyperfréquentielle en un point donné, directement géré en ligne par Invertone et qui accède directement à chaque personne à la manière d'une antenne émettrice qui transmet ses ondes vers un téléphone portable par exemple. Au moment de l'installation, nous faisons bien sûr la démonstration de sa tangibilité, de sa maîtrise, car nous sommes ici en présence d'une technologie qui est encore très avant-gardiste. Ce n'est que 2 ou 3 mois plus tard que les employés et les services médicaux prennent conscience de l'efficacité de l'ensemble de ces technologies liées à la sonothérapie en observant par eux-mêmes les résultats obtenus et évalués par le laboratoire. Dans tous les cas, notre direction médicale assiste et conseille en permanence la médecine du travail de l'entreprise ou de l'administration qui est chargée du suivi des employés. Vous avez justement réalisé une enquête épidémiologique au niveau du stade le plus élevé du stress professionnel qui est le phénomène du burn-out. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, nous avons réalisé une enquête dans une compagnie d'assurance santé au niveau du burn-out. Et nous avons obtenu une réduction de 20% en 6 mois seulement, ce qui représente de l'avis de l'entreprise une réduction très significative du stress le plus extrême. Et le résultat qu'ils n'avaient pas encore obtenu les a bien sûr satisfaits. Au niveau du stress professionnel, en général, on peut s'attendre à une réduction du stress d'environ 50% en prenant compte comme référence des analyses de cortisol comme marqueur du stress. Selon l'OMS et dans le monde médical en général, le lien direct entre le stress et la maladie est aujourd'hui devenu une réalité incontestable. Pourquoi n'existe-t-il pas de médicaments qui soignent spécifiquement le stress, c'est-à-dire la cause essentielle et universellement reconnue de la maladie ? Bien, tout d'abord, il me serait difficile de répondre à la place des professionnels de la question, mais on peut y trouver un début d'explication, je dirais. Comme je l'ai indiqué précédemment, la vitesse de l'information en provenance des stimuli externes en direction des zones de perception du champ magnétique du cerveau est beaucoup trop rapide pour qu'un principe actif biochimique, donc un médicament, puisse empêcher la réception des stimuli stressants et leurs conséquences physio, psycho, neuro-endocrines. Et ce, à cause de la relative lenteur des processus biochimiques. Je vous rappelle que nous sommes, dans le cas du stress qui nous concerne, dans le domaine de l'hypercommunication fréquentielle, donc dans l'instantané. Alors que tout processus biochimique a besoin de temps pour agir et pour réagir. Pourriez-vous nous préciser le lien entre le stress et la pathologie, qui sont, si je comprends bien, les deux composantes de la maladie ? Il est important de bien comprendre que la sonothérapie personnalisée du stress agit sur le stress, bien sûr, sur une seule personne à la fois, quelles que soient les circonstances qui ont occasionné la présence du stress, qu'il soit occasionnel ou récurrent. Bien que nos premières applications de recherche et de développement ont commencé dans le domaine du stress en chirurgie, celui que les spécialistes appellent le syndrome de la peur de mourir. D'autres applications ont vu le jour, et notamment dans le domaine du stress qui est lié à la maladie. Dans le cas du stress lié au risque vital provoqué par les maladies chroniques comme le cancer, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, comment se situe la sonothérapie ? Je dirais que la sonothérapie se trouve justement au cœur même de la solution. Il est important de bien faire la différence entre le stress dû à la pathologie et la pathologie en elle-même, qui est en médecine l'étude des divers aspects des maladies. Et
par extension l'ensemble des troubles liés à une maladie. En aucun cas, la sonothérapie du stress ne prétend régler seule le problème de la pathologie, ni devenir toute seule un substitut du traitement médical, clinique, pharmacologique ou chirurgical bien sûr. Il est donc important de prendre conscience des éléments suivants. Tout d'abord, il faut savoir que la maladie, dans l'ordre chronologique d'arrivée, est la somme du facteur stress plus celui du facteur pathologique, y compris en présence de virus ou de bactéries pathogènes. Ensuite, il faut aussi savoir que le stress récurrent peut être à lui seul la cause de certaines maladies, comme par exemple les troubles du sommeil, la dépression, les maladies digestives, l'hypertension, l'infarctus du myocarde, les infections virales également à cause de la baisse des défenses du système immunitaire et les infections cutanées ou encore les troubles gynécologiques. Donc, en toute logique, il sera donc préférable de traiter chacun des facteurs, celui du stress et celui de la pathologie, de manière distincte. Effectivement, le facteur pathologique sera traité par un médicament, une thérapie ou même une chirurgie, alors que le facteur stress sera traité de manière distincte à cause de sa nature, je dirais, énergétique ou psycho-émotionnelle si vous préférez, ce que propose de faire la sonothérapie du facteur stress comme composant de la maladie, au même titre que la pathologie, je le répète, qui est l'autre composant de la maladie. On peut voir ici que les stimuli stressants altèrent le champ magnétique du cerveau avec ses conséquences psychologiques, neurologiques et hormonales qui se répandent dans tout le corps. Quand le stress devient récurrent, le symptôme pathologique apparaît sous forme d'infection, de dysfonctionnement métabolique, de tumeur ou de métastase. Il est causé, nourri et entretenu par un champ magnétique invisible qui est à l'origine de son existence, matérialisé ici par une sorte de cristallisation du facteur stress. L'intervention d'une sonothérapie spécifique permettra de désactiver le champ magnétique du stress qui intègre et entoure le symptôme pathologique. À son tour, la désactivation du facteur stress va permettre de renforcer le traitement médicamenteux de la pathologie tout en favorisant l'action naturelle du système immunitaire. En somme, stress et pathologie sont les deux faces de la même monnaie, qui s'appelle la maladie. Que peut-on attendre de la diminution ou de la stabilisation du stress lié à une maladie chronique par exemple ? De toute évidence, la désactivation du stress associé à la pathologie va, grâce à la sonothérapie personnalisée du stress pathologique, renforcer, favoriser, soutenir et complémenter dans son ensemble le traitement de la maladie, quelle qu'elle soit, pendant que le médicament s'occupera lui du symptôme physiologique. Ce dont il est vraiment important de se rendre compte, c'est qu'au lieu de considérer le stress comme une maladie de plus, il est en réalité le composant indissociable de la pathologie. La maladie est la somme donc de ces deux facteurs. C'est pour cela qu'on traitera le stress pathologique de l'hypertension, par exemple, d'une manière différente de celle d'une autre maladie. La sonothérapie quantique est composée de 3 produits. Premièrement, celui du traitement et de la prévention du stress commun, celui de la vie courante, privée ou professionnelle. Ensuite, celui du traitement clinique et chirurgical, principalement destiné aux cliniques et hôpitaux. Et pour finir, celui du traitement du stress déclencheur et aggravant des maladies, avec ses différentes spécialités. Dans la vie quotidienne, la sonothérapie agit au niveau préventif et devient un véritable bouclier protecteur contre le stress. Sachant que l'excès de stress est directement lié à la maladie, la sonothérapie participe à l'homéostasie, à l'amélioration globale et au maintien d'un état de santé satisfaisant de l'être humain. Par la désactivation du stress, la sonothérapie participe au renforcement du traitement du syndrome de l'étudiant en favorisant la concentration, en améliorant le niveau d'apprentissage
et en offrant de meilleures performances intellectuelles, et en aidant également à vivre les examens par la désactivation du stress négatif et non productif durant la scolarité ou les études universitaires. Par la désactivation du stress pathologique, la sonothérapie participe favorablement à la gestion des urgences hospitalières ou à domicile, en désactivant le stress. Elle permet de calmer l'état de panique éventuel du patient et de permettre au corps médical de prendre plus rapidement les bonnes décisions. Par la désactivation du stress pathologique toujours, la sonothérapie participe au traitement du syndrome de la peur de mourir préopératoire et de ses conséquences négatives sur l'opération. Elle va également entraîner une stabilisation des risques vitaux pendant la chirurgie et dans certains cas une diminution des doses d'anesthésiants ainsi qu'une très forte diminution des douleurs post-opératoires, sans oublier une récupération plus rapide et de meilleure qualité. La désactivation du stress pathologique de l'insomnie, par exemple, participe à un meilleur sommeil, à une meilleure sensation de repos et à une récupération plus profonde. Et bien sûr, sans effet secondaire. Et vous verrez qu'en général, on peut s'attendre à des résultats assez rapides, selon les cas bien entendu. La désactivation du stress pathologique, de la dépression et de l'anxiété renforce les possibilités de retour progressif aux signes d'intérêt, à stabiliser l'humeur et à espacer le nombre de périodes dépressives, je dirais. Ici, la désactivation du stress pathologique qui est lié au problème de l'autisme ou de l'hyperactivité participe à leur traitement chez les enfants en désactivant leur cause, c'est-à-dire le stress encore une fois. Elle favorise une évolution positive du comportement à un rythme différent selon les personnes, bien sûr. Ce traitement sans risque d'effets secondaires accompagne parfaitement les éventuels traitements médicaux. Ensuite, la désactivation du stress pathologique de l'hypertension participe, lui, à la stabilisation de la tension artérielle, des maux de tête également, des palpitations cardiaques, de l'excès de transpiration ou parfois de vertige. Elle va donc aussi stabiliser le stress permanent qui est dû au risque vital engendré par la même maladie. Alors ici, la désactivation du stress pathologique du diabète participe au traitement de cette maladie en favorisant la sécrétion indispensable de l'insuline. Pourquoi? Eh bien car l'insuline est inhibée par le cortisol qui lui-même est causé par le stress. Donc, en désactivant le stress, le corps sécrète beaucoup moins ou plus de cortisol. Cette nouvelle situation favorise la sécrétion d'insuline naturelle, ce qui est logique. Elle va aussi stabiliser le stress permanent qui est dû au risque vital engendré par la maladie. La désactivation du stress pathologique qui est lié au cancer participe également au traitement de cette maladie, à commencer par la désactivation du stress initial provoqué par le choc émotionnel de l'annonce de la maladie. Elle permet de retrouver une posture positive, centrée et motivée pendant et entre les chimiothérapies également. La désactivation du stress lié au risque vital de la maladie permet également de favoriser et tendre de meilleures chances de stabilisation de la maladie. Ici, la désactivation du stress pathologique qui est lié aux maladies cardiovasculaires
participent bien sûr à leur traitement en désactivant le stress qui est lié au syndrome d'anxiété et de dépression, de peur, de culpabilité ou d'insatisfaction qui entraînent les arythmies cardiaques, les douleurs thoraciques, les infarctus du myocarde ou autres cardiopathies, je dirais. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la désactivation du stress pathologique de la maladie entraîne la réduction de cette même maladie par sa participation directe et active. Vous avez mené des enquêtes sur un grand nombre de patients. Pouvez-vous nous en donner les grandes lignes? La priorité a été de traiter le syndrome de stress en chirurgie préopératoire, qu'on appelle le syndrome de la peur de mourir. En effet, un patient peut craindre de ne point se réveiller après l'opération ou devoir vivre dans des conditions différentes du passé à cause d'une amputation par exemple. Le stress ici est considérable dans une situation où il est important de valider les bienfaits de la sonothérapie dans ce contexte de stress extrêmement élevé et qui peut avoir bien sûr de lourdes conséquences sur tout le processus de la chirurgie. Alors comment s'est déroulée cette enquête? Eh bien, cette enquête a été réalisée dans une grande institution hospitalière bénéficiant de la certification de la Joint Commission nord-américaine où nous avons traité 12 000 patients sur une période de 2 ans et demi, de juin 2007 à décembre 2010, avant, pendant et après la chirurgie. Grâce donc à un suivi personnalisé, nous avons pu emmagasiner une foule d'expériences en tout type de chirurgie et anesthésie, en soins intensifs, accouchement, néonatalité et soins cliniques. Cette enquête a été systématiquement documentée bien sûr, signée et validée par tous les patients. Elle fait apparaître un indice de satisfaction de 98% et un indice de recommandation de pratiquement 100%. Donc, les patients récupèrent également plus vite. Le taux de réduction de séjour hospitalier a diminué de 24,78% par rapport à la durée habituellement prévue, un avantage important pour les patients, mais aussi pour l'institution hospitalière grâce à l'amélioration très conséquente du taux de rotation des installations. Une enquête indépendante a d'ailleurs été provoquée par l'institution hospitalière et a confirmé la validité de cette enquête. Vous avez ensuite mené une seconde enquête dans le domaine de la chirurgie qui a servi à confirmer la première enquête avec certaines améliorations, n'est-ce pas? Bien, fort de la première enquête réalisée de façon massive, nous avons bénéficié d'une deuxième enquête dans un nouvel hôpital, dans un cadre d'un protocole scientifique différent, auprès d'un panel de 160 personnes, dont la moitié recevait un traitement sonothérapeutique du stress, pré-, trans et post-opératoire, alors que la seconde moitié avait valeur de témoin, sans traitement, et les résultats ont confirmé les bienfaits de la méthode, si je peux dire. 68% de réduction de stress, 43% de diminution des douleurs post-opératoires et 15% de réduction du temps de récupération post-opératoire. Et vous avez sans doute pu vérifier ces succès avec des données tangibles, je suppose. Une partie de ces résultats ont été corroborés effectivement par des résultats de laboratoire encore plus significatifs au niveau du marqueur de stress représenté par le cortisol. Le cortisol préopératoire chute de 50 à 80% avec 4 à 6 microgrammes par décilitre. Le cortisol transopératoire chute d'autant à 60 minutes de la première incision avec 2 à 3 microgrammes par décilitre. La protéine C réactive PCR à 24 heures, qui est le marqueur de l'activité du système inflammatoire au moment de l'opération, indique lui une valeur inférieure à 1 mg par litre, alors que la moyenne devrait se situer entre 5 et 20 mg par litre. Une récente enquête épidémiologique fort intéressante a été menée au niveau des chauffeurs de taxi. Pouvez-vous nous en parler ? La plus récente enquête épidémiologique que nous avons menée concerne effectivement une population de chauffeurs de taxi qui sont extrêmement exposés au phénomène de stress, comme on peut s'en douter. Les stimuli constants qui émanent de la circulation, des clients exigeants, pressés,
qui sont eux-mêmes dans un état de stress hypercommunicatif. En somme, dans des conditions de travail d'une extrême tension et quasi permanente. Donc vérifier les effets de la sonothérapie sur cette population représentait pour nous un challenge assez prometteur. Et qu'est-ce qu'a donné cette enquête ? Eh bien, les résultats ont été supérieurs, je dirais, à tout ce que l'on aurait pu espérer. Après 30 jours de sonothérapie, la moyenne des symptômes psychologiques diminuait de 62%, alors que les symptômes physiologiques diminuaient, eux, en moyenne de 51,16%. Mais le plus étonnant était d'observer un changement radical au niveau des symptômes les plus sérieux. Le taux d'agressivité est divisé par 4. Idem pour les douleurs musculaires, celui de l'insomnie qui est divisé par 2,5. Le taux de fatigue, les aigreurs d'estomac, les problèmes de digestion sont divisés par 2. Pour les cas les plus difficiles, on assiste à l'élimination des symptômes permanents comme l'insomnie, l'agressivité et les douleurs musculaires, qui se transforment en légers ou même inexistants. Para la validación científica de esta herramienta hemos realizado dos pruebas en dos ámbitos diferentes. El primero en lo que es cirugías y el segundo en el estrés laboral. En cirugías hemos observado una baja en los niveles de cortisol plasmático preoperatorios. Estos a veces se elevan por el temor a morir y el estrés que causa toda operación. En valores postquirúrgicos hemos visto una disminución del cortisol y además en 24 horas postoperatorias hemos medido PCR y cuantitativo y hemos logrado observar niveles de inflamación muy bajos. Estos hallazgos se correlacionan con las entrevistas que hemos hecho a pacientes, donde hemos logrado obtener resultados de una baja de dolor postoperatorio de aproximadamente el 50% y además una recuperación más rápida. En el ámbito del estrés laboral hemos elegido como marcador bioquímico el cortisol urinario. En los estudios realizados hemos observado una baja de hasta el 50% en este marcador. Estos resultados nos permiten constatar una disminución tangible del estrés laboral. Vous avez rencontré le docteur Santiago Ruales qui a mené cette deuxième enquête en chirurgie et qui allait devenir 2 ans plus tard votre directeur médical. Tout à fait. C'est une belle rencontre qui a apporté un second souffle, si je peux dire, à la sonothérapie. En plus, son intégration dans l'équipe semblait évidente et ça s'est fait de façon très naturelle. Lo más importante para un médico cuando conoce una nueva tecnología es el beneficio para los pacientes y compartirla con los colegas, lo que se torna motivante y satisfactorio. Es primordial comprender que el estrés no es una patología per se, es un componente de todas las enfermedades. Por lo tanto, si logramos actuar sobre el estrés patológico, vamos a ayudar en el tratamiento de las enfermedades, mejorando así la salud integral del paciente. Estoy convencido que la nueva terapia Invertón será un complemento de las terapias clásicas, lo que llevará a una disminución del uso de determinadas drogas, evitando así efectos secundarios por la disminución de sustancias químicas en el organismo humano. Puedo concluir, luego de haber realizado algunas investigaciones en animales y en humanos, que la terapia Invertón es una terapia científica, ya que es fácilmente reproducible, lo cual la convierte en un método seguro y confiable. Est-ce qu'un hôpital, n'importe où dans le monde, peut acquérir ce système et faire un test préalable? Bien sûr, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde, il suffit d'en faire la demande à notre direction médicale qui prendra immédiatement contact avec l'unité qui en fait la demande. Alors comment peut-on accéder à la sonothérapie? Faut-il être médecin, professionnel de santé? Car si je comprends bien, vu l'absence d'effets secondaires, quasiment toute personne pourrait y avoir accès.
Eh bien, il existe deux manières d'accéder à la sonothérapie. Soit on ouvre sur simple demande un compte de membre affilié sur la page web de Stress Inverton afin de faire bénéficier de la sonothérapie à des patients comme médecins, en tant que thérapeute, hôpital, centre médical. Un membre affilié peut aussi être une administration, une compagnie, une association, un club sportif, un centre de bien-être, un spa, un hôtel, une école, un collège ou une université. Soit on accède au traitement en ligne par le biais de la page web sur stressinverton.com ou inverton.com ou encore par des réseaux sociaux au prix du tarif public recommandé. Et au niveau des livraisons, comment ça se passe? Les traitements sont livrés dans les secondes qui suivent la commande online. Ils sont valables pour une durée de 30 jours pour des périodes allant de 1 mois à 6 mois. L'application est quotidienne, une à plusieurs fois par jour, sans limitation du nombre d'écoutes. Et sans y devoir prêter absolument une attention particulière, je dirais, sur son ordinateur, son iPhone, sa tablette, sa voiture, pendant le travail, enfin là où on veut. Tous les supports d'information à cette pratique sont en ligne en cas de besoin, car cet outil est d'une grande simplicité d'utilisation. Pour avoir un ordre d'idée, pouvez-vous nous dire combien coûte un traitement de sonothérapie? Alors pour que la sonothérapie soit accessible au plus grand nombre, son prix public est de 20 à 25 $ suivant les endroits pour un traitement quotidien pendant 30 jours. Mais d'autres critères sont également très importants. Premièrement, la sonothérapie doit apporter une réponse adéquate, efficace, immédiate et sans effet secondaire. Un fléau qui s'appelle le stress pathologique, en tant que facteur déclencheur et aggravant, je le rappelle, de la maladie. Un aspect qui malheureusement est encore assez peu connu du grand public. Deuxièmement, la sonothérapie est personnalisée, car il est impossible de considérer qu'une personne est identique à son voisin au niveau des biorhythmes, au niveau des métabolismes, des conditions de vie, etc. Et troisièmement, la sonothérapie peut être acquise par toute personne désirant résoudre son stress pathologique en bénéficiant de l'accès direct via Internet. J'imagine qu'au niveau de la formation, vous avez déjà prévu une logistique qui permet d'accéder à une pratique et à une compréhension facilitée de la sonothérapie. Oui, absolument. Je voudrais d'abord préciser, si vous le voulez bien, que l'enseignement va commencer après 27 années de recherche fondamentale, dont 15 années de pratique expérimentale et 7 années d'enquête épidémiologique. Je pense que les choses ont été réalisées avec le sérieux et la rigueur scientifique que mérite cette découverte. C'est donc par la voie d'un masterclass en sonothérapie quantique que nous commençons à initier les professionnels de santé, les professionnels d'entreprise et les étudiants de tous âges qui désirent acquérir une solide connaissance à titre personnel ou dans la perspective d'un éventuel projet professionnel. Que ce soit au niveau des particuliers ou des professionnels, la sonothérapie vient à point nommé dans une période de stress qui augmente sans cesse. Quelles sont vos attentes dans la situation actuelle? Bien, comme nous en avons déjà parlé, l'ignorance du principe fondamental, à mon avis, d'attraction-répulsion est à la source de l'incessante problématique humaine. On passe d'un cycle à un autre sans jamais très bien comprendre les erreurs du passé. Inutile de se demander qui sont les gagnants ou qui sont les perdants, car finalement, à chaque fois, on finit par un match nul, tout est cassé et tout recommence. Cette situation est-elle due à des différences culturelles, religieuses? Qu'en pensez-vous? Je dirais que quand les croyances divisent, il n'y a que la foi qui peut réunir. Êtes-vous croyant? Oui, je suis croyant. J'ai été éduqué dans la foi catholique avant de devenir chrétien orthodoxe. Je suis également passé par une longue période d'études des spiritualités et des philosophies de l'Orient. Que représente pour vous le concept de découverte scientifique? Je crois que comme dans toute découverte, il y a seulement deux choses qui peuvent vraiment s'expliquer. D'abord, c'est la motivation de la recherche qui mène à la découverte et ensuite les effets produits par la découverte.
quant à la découverte en elle-même, son phénomène. C'est l'intuition qui nous donne accès, la chance, le travail, un peu tout, je crois. Mais peu importe, car celui qui canalise et transmet la connaissance a finalement beaucoup moins d'importance que la chose transmise. Ce qui importe, c'est que les découvertes et la connaissance puissent faire avancer toute l'humanité. C'est la connaissance qui nous libère du joug de l'ignorance. En cet instant, par exemple, on peut constater que toute une chaîne de découvertes scientifiques ont permis l'arrivée du son et de l'image qui est transmise en ce moment même, sans que personne finalement ne se pose la question de savoir comment ça marche. L'important, c'est que ça marche. Bien, il en est de même avec la sonothérapie. Quant à la question de savoir pourquoi ça marche, elle se résume, en ce qui me concerne, et expérience personnelle à l'appui, en un ordre préétabli où toutes les réponses sont finalement contenues dans toutes les questions que l'imagination humaine la plus fertile pourrait se poser. En fait, tout est simple. Oui. En tout cas, tout est plus simple qu'on le croit, car il suffit d'adhérer à ce dont nous sommes issus. Comment pourrait-il en être autrement, puisque nous sommes le fruit de la création, puisque nos vies dépendent entièrement des règles préétablies par la création. Le libre arbitre, par exemple, nous offre la possibilité d'y adhérer ou de la rejeter. La loi de cause à effet, par contre, nous empêche de vivre dans l'ignorance et le non-respect de la loi universelle divine. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Quand deux personnes ou deux groupes de personnes ont une relation antagonique, donc elles s'opposent pour des intérêts différents, il apparaît souvent qu'un groupe est plus fort que l'autre, soit par sa taille ou bien par sa masse, par sa ruse ou par son savoir, et use de sa force, quelles que soient les raisons de son apparente supériorité. C'est sans compter sur le troisième élément, la force de l'ordre universel qui veille en permanence et réordonne le chaos si nécessaire. Ainsi, le plus faible aura la possibilité de s'associer à la force universelle qui agira comme protecteur et comme renfort. La force cumulée du plus faible et de l'ordre universel aura obligatoirement raison de celui qui croyait être le plus fort. Il ne l'était qu'en apparence, mais la juste alliance de son adversaire aura permis en prime d'éviter le combat. J'aurais une dernière question en guise de conclusion. La découverte de la sonothérapie s'inscrit-elle dans l'évolution à laquelle vous faites référence? La découverte réside dans l'accès à sa connaissance. L'ignorance est le moteur de sa recherche et la foi est son carburant. Je pense que le nommer a été, est et sera la voie d'accès royale à la connaissance des mystères de la vie. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous et à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous entendent.